Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là si nombreux. On essaie de démarrer à peu près à l'heure. Donc cette rencontre avec des journalistes réfugiés de la Maison des journalistes va durer 1 heure. Je vous présente d'abord quels sont les journalistes et invités autour de moi. Darline Cottière, qui est la directrice de la Maison des journalistes. Moi-même, je suis Albéric de Gouville, le président de cette Maison des journalistes. Mais vraiment, la cheville ouvrière, celle qui fait tout, c'est Darline Cottière, directrice de la Maison des journalistes. Et puis 2 journalistes réfugiés qui sont arrivés tous les 2 en 2023 en France. L'un des 2, Rodli Santiné, est haïtien et vit actuellement à la Maison des journalistes. Et Walid Bourouis, qui est tunisien, qui est arrivé également en avril 2023, qui est soutenu par la Maison des journalistes, même si il ne vit pas actuellement à la MDJ. En 2 mots, la Maison des journalistes, c'est une structure unique au monde qui a 14 chambres et qui accueille des journalistes réfugiés le temps qu'ils obtiennent leur statut de réfugié. Donc cette rencontre pendant 1 heure va se diviser en deux temps. D'abord, Darline nous présentera un petit peu plus longuement que je ne viens de le faire la Maison des journalistes, qui existe depuis bientôt 22 ans. Et puis, bien sûr, nous aurons les témoignages de Rodli et de Walid. Et puis, deuxième temps, eh bien, vous pourrez leur poser, évidemment, toutes les questions que vous voudrez. Et je sais qu'aux Assises à Tours, les questions sont en général extrêmement pertinentes. Voilà. Eh ben, merci encore d'être là et je passe la parole à Darline Cottière qui va vous présenter cette Maison des journalistes. Merci Albéric, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là aujourd'hui avec vous pour échanger parce que, comme vient de le dire Albéric, vous aurez aussi un temps de parole. C'est très important d'avoir vos questions, enfin de poser vos questions aux journalistes qui sont là. Donc la Maison des journalistes existe depuis 2022. Donc c'est une structure qui est unique au monde, qui accueille des journalistes exilés comme Walid et Rodli, des journalistes qui ont été persécutés dans leur pays pour avoir tenté de pratiquer une presse libre. Donc cette maison, s'il faut la résumer en 3 mots, donc ça serait accueillir, sensibiliser et informer. Accueillir puisque c'est une résidence, donc les journalistes sont accueillis pendant quelques mois, le temps qu'on leur reconnaît le statut de réfugié politique, mais pas uniquement. Donc 14 chambres, oui, pour les accueillir. Donc il y a un volet social qui permet justement d'accompagner tous les journalistes dans leur démarche administrative et pas uniquement, donc en vue de leur insertion. Informer, parce qu'on a un journal en ligne qui s'appelle L'œil de la Maison des journalistes que je vous invite à découvrir, donc un journal en ligne, comme je viens de le dire, où les journalistes ont la possibilité de publier leurs articles, leurs reportages. Donc, ça leur permet de rester dans le métier, en quelque sorte. Et sensibiliser à travers différents programmes éducatifs, dont un programme phare qui s'appelle Renvoyé spécial. Donc, ce sont des rencontres qui sont organisées partout en France entre les journalistes et des jeunes, principalement des lycéens, pour qu'ils puissent raconter leur histoire, parler de la situation de leur pays, parler de la situation de la presse aussi dans leur pays et faire ce travail de sensibilisation au respect de la liberté de la presse et plus largement au respect des valeurs fondamentales et citoyennes. Surtout à l'époque où on vit, on a besoin de rappeler l'importance de ces valeurs-là dans nos sociétés. Donc, depuis 2002, c'est plus de 500 journalistes de plus de 85 pays qui ont été accueillis, soutenus par la Maison des journalistes, et on est fiers de pouvoir continuer ce travail d'accueil et d'accompagnement aux journalistes exilés comme Walid et Rodli, qui vont vous parler de leur pays, qui vont vous parler de leur histoire, parce que nous, c'est ça qui est important dans la mission que nous avons à la Maison des journalistes, c'est le côté humain. C'est vrai qu'il y a des organisations de défense des droits des journalistes, de défense de la liberté de la presse, qui publient des rapports, qui alertent sur la situation de la presse dans le monde, mais nous, concrètement,
Donc, on est là pour soutenir ces exilés de la presse. Donc, voilà, c'est très important. Donc, il y a une phase de reconstruction parce que le fait de quitter son pays du jour au lendemain, de n'avoir plus la possibilité de poursuivre ses activités alors qu'on jouissait d'une certaine notoriété dans son pays. Donc là, c'est un parcours difficile. Donc nous, on est attentifs à tout ça et on essaye d'apporter ce soutien concret, comme je viens de le dire, aux journalistes exilés. Donc je ne veux pas être plus longue. Après, si vous avez des questions aussi sur la Maison des journalistes, je pourrais y répondre volontiers. Voilà, dans la seconde partie, il y aura des questions bien sûr à Darline et aux deux journalistes qui sont avec nous. La Maison des journalistes, effectivement, les plus de 500 qui ont été accueillis depuis la création, c'est un petit peu une photographie des conflits dans le monde, et pas que des conflits, des pays où la liberté d'expression est réduite. Et là, justement, c'est assez ces dernières années, on a eu, pendant les années 2010, énormément de Syriens. Il y a toujours des Syriens qui sont à la Maison des journalistes. Après le retour des talibans en Afghanistan, beaucoup d'Afghans et d'Afghanes qui ont été accueillis. Avec la guerre en Ukraine, non pas des journalistes ukrainiens qui ont été accueillis, parce que les journalistes ukrainiens, en général, ils peuvent rester dans leur pays pour continuer à faire leur travail, mais des journalistes russes qui sont censurés, menacés dans leur propre pays, qui ont été accueillis à la Maison des journalistes. Et puis là, c'est assez significatif avec Rodli et Walid. Rodli, ça n'est pas un pays en guerre, mais on peut dire que c'est un pays en guerre civile, Haïti. Donc on a des Haïtiens qui sont passés, et là la situation est pire que jamais, et qui sont passés par la Maison des journalistes. Quant à la Tunisie, ce n'est pas du tout un pays en guerre, mais c'est vraiment le pays qui était un petit peu le symbole, après les printemps arabes, de la liberté d'expression revenue. Et là, il y a eu un durcissement depuis quelques années avec l'actuel président Kais Saied. Et donc, de nouveau, on n'avait pas de journalistes tunisiens à la Maison des journalistes. Et là, de nouveau, les journalistes tunisiens sont accueillis. Walid en est un bon exemple. On va commencer, Walid. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours et quelles sont les raisons qui t'ont poussé à l'exil. Bonjour à toutes et à tous. Merci Albéric, merci Darline. Donc, comme vous venez de le dire, donc certainement la Tunisie c'était un rêve. Sincèrement, le 14 janvier 2011, c'était un rêve. Un rêve parce que ça signifie la chute du régime de Ben Ali, la chute d'un régime de 23 ans de règne, de 23 ans de dictature, de 23 ans de censure aussi. Pour la petite histoire, à cette époque-là, c'était ma 3e année en tant que journaliste professionnel et tout ça. Le 13 janvier, je vais parler du 13 janvier 2011, en Tunisie, pour vous dire, on ne peut pas accéder à YouTube, on ne peut pas accéder à plusieurs sites. C'était la censure, c'était ce qu'on appelle l'ATI, l'agence tunisienne de l'Internet, mais qui censurait. Mais il y avait des sites qui étaient censurés. Et du jour au lendemain, donc la chute du régime 14 du Ben Ali, c'était les libertés d'expression. Et c'est parti pour 10 ans de rêve. 10 ans de démocratie. Donc, malheureusement, comme il a dit Albéric, le 25 janvier 2021, c'est un retour à la case départ, et même un retour très très grave parce que le président actuel, Kais Saied, s'accapare de pouvoir le 25 juillet 2021. Il dissout le gouvernement, il gèle le Parlement, il prend le plein pouvoir. Et c'est parti pour la chasse des opposants et la chasse des journaliste. Mais avant tout ça, je vais vous parler un peu de mon parcours. Donc, comme l'a dit Albéric, je suis journaliste tunisien. Je suis aussi président de section syndicale en Tunisie, du SNGT. En Tunisie, on a un seul syndicat. C'est pas comme ici en France, vous avez 4 syndicats, SNJ-CGT, SNJ, CFDT journalistes et Force ouvrière journaliste. En Tunisie, c'est un seul syndicat. Bon, vu le nombre, on est 12 millions d'habitants. Et pour les journalistes professionnels, c'est à peu près 2600 journalistes professionnels en Tunisie, à peu près. Donc c'est un petit secteur quand même, mais là, plus de 60% des journalistes tunisiens sont syndiqués. Donc dans ce syndicat, c'est pas comme ici en France, parce que voilà, les chiffres ici en France, c'est beaucoup moins. Et donc pour la petite histoire, en 2009, pour vous dire, j'ai commencé donc à travailler dans ce secteur-là, et c'était la dictature. Sous Ben Ali, il y avait des lignes rouges. Ne pas toucher à Ben Ali, ne pas toucher aux familles alliées de Ben Ali, les gendres de Ben Ali, les Trabelsi et tout ça, ne pas parler de la liberté d'expression, ne pas parler des partis politiques. Il y avait de la pseudo-opposition à cette époque-là. Après, donc le 14 janvier 2011, le syndicat national des journalistes tunisiens reprend
le plein pouvoir, reprend sa liberté. Et donc, on commence à remettre les choses en place. On a créé ce qu'on appelle l'AICA, c'est l'équivalent de l'ARCOM, donc la haute instance de communication audiovisuelle. Le Conseil de la presse, malheureusement, qui n'a pas vu le jour. On était le premier arabe en 2016-2017. La Tunisie était le premier pays arabe et africain dans le classement RSF en matière de liberté d'expression. Actuellement, on est 121e au monde. Et pour vous épargner un peu les détails, je vous laisse après donc poser les questions et tout ça. Actuellement, en Tunisie, pour un simple post Facebook, ou un post Twitter, ou un tweet, c'est-à-dire, ou une petite publication, vous risquez entre 5 et 10 ans de prison. Ce qu'on appelle le décret loi 54, qui a été créé rien que pour les journalistes et les opposants. Pour vous expliquer un peu, donc Kais Saïed, il prend le plein pouvoir. Il a une sorte de haine contre les journalistes. Il n'aime pas les journalistes. Pour vous expliquer un peu plus, les 2 seules interviews qui ont été faites avec Kais Saïed, c'était ici en France, lors de sa visite à Emmanuel Macron, notre président. Donc, une était en français et l'autre était en arabe. Une avec David Pujadas et l'autre avec France 24. Il ne donne pas d'interview. Donc, vous allez me dire, mais comment vous savez qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On le sait avec Facebook. Donc, le président de la République, il communique avec nous via sa page Facebook. Le syndicat national de journalistes tunisiens a refusé à plusieurs reprises cette dictature, cette poursuite arbitraire contre les journalistes pour un simple post Facebook. À l'époque où j'ai fui la Tunisie, il y avait plusieurs journalistes en prison. Il y avait par exemple mon collègue Yassine Rondani, qui est un étudiant comme vous en journalisme, pour un simple post où il critique l'ancien ministre de l'Intérieur. Il a été emprisonné. Shadeb El Haj Mbarak, actuellement, il est en prison. Khalifa El Ghesmi, parce qu'il a refusé de révéler donc ses sources, il a été emprisonné pour 1 an et demi. Mohamed Bouraleb, cela fait 2 jours. Et la liste, elle est longue. Pour vous dire, à peu près 10% des journalistes tunisiens, donc sur 2600, ont ou bien un procès ou sont plutôt poursuivis par ce fameux décret-loi qui est, comme je viens de le dire, ça a été créé rien que pour faire taire les voix libres des journalistes tunisiens. Et pour la petite histoire, vous êtes aujourd'hui aux Assises. Les Assises, c'est 3 pays, c'est Tours, France, Bruxelles, Belgique et Tunis. Malheureusement, cette année, à 90%, les assises en Tunis, ils n'auront pas lieu. Et ça, c'est une volonté politique parce que Kais Saïed ne voulait pas que ce genre de conférence qui réunit les professionnels du métier aura lieu en Tunisie. Bon, pour moi, heureusement, pour ne pas utiliser donc les assises du journalisme, donc pour laisser la liberté des assises du journalisme, parce que à tout moment, Kais Saïed, il peut utiliser ça comme preuve qu'on est un pays libre, alors qu'on n'est pas un pays libre, c'est de la dictature. C'est un président qui a pris le plein de pouvoir. Même il a pris plein de pouvoir beaucoup plus que Ben Ali, beaucoup plus que Kais Saïed. Donc, comme je viens de le dire, actuellement, il y en a plein de journalistes qui sont en prison. La majorité de secrétaires généraux des partis politiques d'opposition sont en prison. En 2024, il y aura donc des élections. Mais bien évidemment, elle va les gagner haut la main parce que tous ces opposants sont actuellement en prison. Et voilà donc... C'est vrai que les assises du journalisme de Tours se sont décentralisées pour la première fois. Enfin, décentralisées, c'est pas décentralisé, mais se sont élargies à la rive sud de la Méditerranée avec les assises de Tunis. C'était en 2019. Nous, Maison des journalistes, nous étions présents avec des journalistes réfugiés. Il y a eu une seconde édition des assises. Il y a eu le Covid qui a retardé un petit peu les choses. Il n'y a pas que Kais Saïed aussi. Hein. Il y a eu le Covid, et il y a eu le Covid aussi en 2020 qui a fait que ça a été repoussé. Mais effectivement, la 3e édition n'est pas annulée, mais elle est repoussée parce que la situation n'est pas particulièrement favorable actuellement. Pour terminer, quand même, ton cas particulier, tout a dérapé, ta situation personnelle, tout a dérapé après une manifestation de février 2023. Oui, après une manifestation, mais avant, c'était une affaire d'occupation. Donc, je travaillais pour la chaîne numéro 1 en Tunisie, c'était Cactus Prod, donc c'est une grande chaîne. En matière d'audimat, on était les premiers et tout ça. Et donc, je découvre en 2016, j'étais à cette époque-là président de section syndicale, qui avait des sociétés vitrines, des sociétés miroirs qui utilisaient donc notre société pour faire blanchir de l'argent. Donc j'ai réalisé une enquête et avec le syndicat national de journalistes tunisiens, on a porté plainte et on a réussi à révéler donc des pertes et des blanchiments d'argent qui s'élèvent à peu près entre 7 et 10 millions d'euros. On n'a pas encore, jusqu'aujourd'hui, ça traîne devant la justice. On n'a pas encore les chiffres exacts, mais ça a été prouvé donc via cette enquête. Et à cette époque-là, donc,
je ne sais pas, c'est journalisme et politique, ça a été toujours donc. Ça a été un séisme, hein, ça a été énorme retentissement. Jusqu'aujourd'hui, c'est la plus grande affaire de corruption dans les médias en Tunisie, l'affaire Cactus Prod. Malheureusement, donc, au lieu donc de faire justice aux salariés de Cactus Prod, parce que cette société, quand même, elle appartenait à l'État et tout ça, on a commencé des poursuites contre moi. Et ça a dégénéré, donc ça traînait devant la justice, il y avait des agressions, des intimidations, des harcèlements, le hate speech, je vous épargne un peu les détails, des agressions à plein de reprises lors des manifestations. Mais ça a dégénéré le 16 février 2023. La veille, Kais Saïd, il a visité le ministre de l'Intérieur, il a prononcé un discours contre les journalistes, il nous traitait des traîtres, il nous traitait des malfaiteurs, de je ne sais pas quoi, donc inutile de vous épargner les détails. Mais le lendemain, le syndicat national de journalistes tunisiens, il a annoncé une journée de la colère. C'était une grande manifestation à la place de la Caspa. La place de la Caspa, c'est la place où se trouve le gouvernement, les grands ministères et tout ça. Et lors de cette manifestation, j'ai pris la parole devant les médias, comme vous, mais il y avait plusieurs médias du monde et tout ça, donc des médias tunisiens et tout ça. J'ai pris la parole, j'ai dénoncé les agissements de Kais Saïd, j'ai dénoncé le discours de haine contre les journalistes, j'ai dénoncé bien évidemment le décret loi 54, outre donc, la constitution actuelle, parce que Kais Saïd, quand elle a pris le pouvoir, j'ai oublié de vous dire, il a changé la constitution et il a fait tout, donc ne vous inquiétez pas. Il a exercé le pur manuel du dictateur. D'ailleurs, il excelle en ça. Et donc, cette prise de parole, elle a été largement diffusée. On a coupé cette parole. Ça a été retransmis sur Facebook, sur plusieurs supports, donc dans les médias. Mais c'est qui ce syndicaliste? Appliquer le décret loi 54. Et c'est parti donc, pour des poursuites. Donc, ADN, j'étais mis sur écoute. J'ai appris ça selon mes sources et tout ça. Et donc, avec le syndicat national des journalistes tunisiens, on a alerté la Fédération internationale des journalistes sur ma situation. Et donc, je suis parti d'urgence. Donc, j'étais pas. Tu avais un passeport, tu as pu partir légalement. Ouais, j'ai pu partir légalement. Et en plus, ça a été un peu camouflé. Donc, j'ai été invité ici rien que pour participer. Donc, avec ma casquette syndicaliste et journaliste, parce que outre mon travail en journaliste, je travaillais pour les Nations Unies, pour l'UNESCO. J'étais consultant expert en communication pour l'UNESCO. Donc, je voyage souvent. Donc j'ai voyagé ici et après j'ai été accueilli par le club de la presse Nouvelle-Aquitaine. Après actuellement je suis SNJ-CGT, donc adhérent SNJ-CGT, donc j'ai changé même ma carte de presse. Et après aussi il y a la maison de journalistes que je tiens à remercier qui m'accompagne depuis la déposition de ma demande à la maison de journalistes, c'était à peu près au mois de juillet, mois d'août. Et donc, c'est la maison de journalistes qui m'accompagne donc socialement, qui m'accompagne aussi pour partager mon savoir-faire, ma petite expérience dans le cadre de programmes envoyés spécial. Donc, on a fait plusieurs villes, Normandie, Vichrian, Paris. La semaine prochaine, ça va être à Rennes. Donc, voilà. On fait un peu le tour de la France et on parle de la situation la France parce que je découvre ici, il y a plusieurs écoles de journalisme. Les gens s'intéressent à ce qui se passe dans le monde. Donc, ici, vous avez la chance de pratiquer cette liberté d'expression. Malheureusement, dans d'autres pays, pour un simple post Facebook où vous critiquez n'importe quelle personne, vous risquez entre 5 et 10 ans de prison et 13 000 euros d'amende, comme le cas de décret loi 54 en Tunisie. Merci beaucoup, Walid. Alors, effectivement, les journalistes réfugiés peuvent quitter, c'était ton cas, de manière légale le pays. C'est pas toujours le cas. Quelquefois, il faut effectivement fuir par la route de manière clandestine. C'est quelquefois extrêmement compliqué. Et puis, bon, en Tunisie, tu étais menacé de prison, menacé d'intimidation. Mais il y a des pays où c'est presque encore pire, parce que les journalistes risquent chaque jour leur vie. Et c'est notamment le cas en Haïti. Donc, Rodli, tu étais le correspondant de l'émission Couleur tropicale de RFI à Port-au-Prince, en Haïti. Et là, la situation s'est tellement dégradée que là aussi, en 2023, tu as été obligé de quitter ton pays. Bonjour à tous, donc c'est pour moi un honneur d'être là pour pouvoir partager avec vous une partie de mes expériences. Malheureusement, la plus douloureuse étant que journaliste en fait. Moi-même je suis journaliste haïtien et j'ai commencé comme professionnel en 2016. Et puis j'ai intégré l'équipe de Couleur tropicale en 2018 comme correspondant parce que parallèlement j'avais une émission de musique et aussi de conscientisation. Donc depuis 2020,
j'ai commencé à recevoir des menaces et pour certaines prises d'opposition, pour certaines informations, parce que quand il y a eu en 2020 l'assassinat de Montferrier d'Orval, le bâtonnier et du barreau des avocats de Port-au-Prince, en fait. Donc, j'ai fait une émission où j'ai parlé de ça. Donc, très vite, j'ai eu des menaces et des appels téléphoniques et tout. Même, et les bandits, ils ne se gênent pas. Ils vous envoient même des WhatsApp directement, voilà, avec des photos menaçantes et tout, avec des gens décapités pour vous dire que vous serez la prochaine, en fait. Et puis, j'ai beaucoup de journalistes qui ont été assassinés en Haïti depuis plus de 20 ans. Ouais, depuis plus de 20 ans. Et la situation ne fait que s'aggraver parce que 2023, Haïti est classé 99e sur 180 pays et du classement de RSF, pour vous dire que, alors qu'en 2022, on était 70e, pour vous donner... RSF, Reporters sans frontières. Ouais. Pour vous donner un état de cette dégringolade vraiment ahurissant de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Seulement en 2023, pas moins d'une dizaine de journalistes haïtiens ont été assassinés et dont un a été tué dans un commissariat de police, à l'intérieur même d'un commissariat de police où il y a eu un mouvement de protestation suite à l'arrestation d'un autre journaliste. En fait, il était là pour faire des informations, pour vous donner l'état des lieux de la situation de la presse en Haïti. Et puis, quant à moi, j'ai eu à faire des sujets sur Cité Soleil, parce que moi-même j'ai grandi à Cité Soleil et j'ai vécu toute ma vie. Cité Soleil, c'est le plus grand bidonville du pays. C'est aussi malheureusement le plus dangereux et aussi le plus pauvre du pays aussi, en termes de précarité et tout. Donc, très vite, comme jeune à Cité Soleil, ayant été victime de l'injustice sociale, ayant été victime de la violence des gangs, parce que moi-même, toute ma vie, j'ai connu la violence des gangs, parce qu'à Cité Soleil, c'est tout le temps des guerres entre des groupes de gangs, en fait. Donc, souvent, on a dû quitter la maison et revenir et tout, donc c'était très compliqué. Mais très vite, ce qui m'a poussé aussi à développer une forme de conscience, parce que j'ai grandi dans une famille assez politisée, dans le sens que, tout jeune, on m'invitait à exprimer mes opinions par rapport aux informations dans la radio et tout, parce que à la maison, on était très, très, très branché radio. D'ailleurs, en Haïti, le média numéro 1, c'est la radio. Donc, très vite, j'ai développé une forme de conscience et politique, je peux dire, entre guillemets, et j'ai commencé aussi à développer une forme d'engagement, parce que comme je l'ai dit, le journalisme haïtien est essentiellement un journalisme d'engagement. On ne peut pas être journaliste haïtien sans être engagé, parce que le journaliste haïtien, c'est un journaliste de combat. Un journaliste haïtien, il est en perpétuelle lutte, en fait. Et je vois que le journalisme, c'est du sport, mais pour nous, c'est un sport, mais c'est un sport de combat. Parce que le journaliste haïtien est obligé de lutter, premièrement, pour survivre, pour rester en vie. Deuxièmement, lutter contre la corruption et tout ce qu'il peut y avoir. Lutter aussi pour avoir accès à l'information. L'accès à l'information pour les journalistes haïtiens, c'est extrêmement compliqué, surtout quand il s'agit des informations relatives à la corruption, quand il s'agit, c'est case close en fait. Vous n'avez pas vraiment accès, quand vous êtes journaliste haïtien, d'enquêter. Et aussi quand il s'agit de faire des informations relatives aux guerres de gangs, parce que la violence à des gangs en Haïti a plusieurs paramètres. Il y a une dimension politique, il y a une dimension économique, il y a d'autres dimensions, même d'ordre géopolitique en fait. Donc c'est très compliqué faire du journalisme dans un climat comme ça. Et aussi, ce dernier temps, plus que jamais, le journaliste haïtien est obligé à informer sous les balles. Donc moi-même, jeune journaliste, et j'ai eu à faire un sujet et premièrement, ce qui m'a valu les premières intimidations directes. Et j'ai eu à faire un sujet sur un représentant d'une entreprise dans le quartier et Cité Soleil qui payait des gangs, une somme vraiment folle, 60 000 $ américains par mois, s'il vous plaît, pour s'assurer sa sécurité dans la zone. Alors que dans ce quartier, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas même un centre de santé, il n'y a rien
pour la population. Et j'ai pu enregistrer discrètement parce que tout se passait devant tout le monde. D'ailleurs, comme j'aime à le dire à Cité Soleil, tout se sait, mais tout le monde se tait. Parce qu'on ne peut pas parler. Ouais, on ne peut pas parler. Donc, et j'ai pu enregistrer et les voix des bandits, dont le chef, en fait, qui se targuait voilà, de dire, voilà, on vient de recevoir 60 000 $ et qui payait devant tout le monde. C'est le lieutenant, en fait. Et quand j'ai eu à faire un petit reportage sur ça, et c'était aussi la dernière fois que j'ai eu à parler dans une certaine station de radio, pour ne pas le nommer, parce que la radio a dit que, bon voilà, je les attirais d'ennui par rapport à ça. Et puis, bon, j'ai quitté la radio, je suis passé à autre chose. C'est pour vous dire aussi que quand on est journaliste, ici, on est soumis à plein de formes et de censure, que ce soit politique, économique, mais aussi de l'autocensure. Justement, moi-même, j'ai dû m'autocensurer et à plusieurs reprises pour faire des informations sur Cité Soleil. J'ai dû à chaque fois passer des informations à d'autres confrères journalistes parce que je ne pouvais pas signer un article ou un reportage sur Cité Soleil parce que j'étais à Cité Soleil, toute ma famille vivait à Cité Soleil, donc pour me protéger et protéger ma famille, je ne pouvais pas le faire. Mais quand il y a eu aussi et en 2021, dans un premier temps, l'assassinat d'un jeune de 12 ans à Cité Soleil, ça s'est passé devant moi. Donc, j'ai balancé l'information à un collègue journaliste. Et bon, ce jour-là, un des bandits m'a prévenu, en fait. Il a dit, voilà, je sais que tu es journaliste et tu as vu ça. Franchement, j'attends voir ça dans les médias. C'est une sorte de mise en garde. Mais quand même, j'ai risqué, j'ai partagé ça à d'autres confrères journalistes qui ont donné des détails sur cette information. Forcément, ils ont écouté. Et quand vous avez une proximité pareille avec une information, il y a des détails très précis que vous donnez, en fait. Donc, comme ça, et on a eu vraiment pas des doutes. On savait que, bon, voilà, lui, vraiment, c'est lui qui fait des informations. Mais jusque-là, il n'y avait pas vraiment de tentative d'assassinat, comme après l'assassinat d'un inspecteur de police en juin 2021. Et comme l'information a été relayée très vite dans les médias, et surtout les médias internationaux, et malheureusement, j'étais le seul journaliste à travailler pour un média international, et les bandits RFI. ont dit, RFI, et les bandits ont dit qu'il n'y a pas d'autre qui ait balancé cette information, c'est Rodli. Et pour vous dire, c'est la seule information sur Cité Soleil que je n'étais pas le premier à partager. Alors, tu as parlé d'assassinat de jeunes à Cité Soleil, d'inspecteurs de police, de procureurs, de journalistes, bien sûr. Et ça, il y a même eu la crise actuelle, enfin, plus que crise, la situation actuelle a complètement, tout a dégénéré encore plus qu'avant avec l'assassinat du président. Ouais, justement, parce que depuis 2018, bon, il est vrai que dans les médias internationaux, c'est à partir de 2024 qu'on parle un peu plus de ce qui se fait en Haïti, mais depuis 2018, le pays vraiment s'est enlisé dans une forme de violence inouïe. Parce qu'en 2018, il y a eu des massacres à La Saline, plus d'une vingtaine de personnes tuées. Et certaines organisations, dont l'Organisation des droits de l'homme en Haïti, a qualifié ça d'un massacre d'État, d'un crime d'État, qui impliquait entre autres le gouvernement de Jovenel Moïse. Et après, il y a eu plein de mouvements de protestation. Il y a eu aussi le scandale de Petro-Caribé entre 2018 et 2019, jusqu'à même 2020 et autres. Et après, en 2021, ce qui allait choquer tout le monde, et il est vrai qu'on a déjà connu ça en Haïti, mais c'est un passé très lointain, en 1915, et le plus récent c'était en 1915, et un président s'est fait assassiner chez lui, et il n'y a même pas eu un tir de ses gardes du corps. Et ce qui a étonné tout le monde, c'est que une semaine après, il n'y avait rien eu dans le pays en fait. Parce que c'était aussi un président décrié, voilà, donc dont tout le monde voulait la tête. Ouais. On peut rappeler son nom. Oui, Jovenel Moïse, dont tout le monde voulait la démission, en fait. Donc, depuis 2018, ça commence à s'aggraver davantage. Et en 2023, moi-même, pour ma part, j'ai dû quitter Haïti
De toute façon, moi-même, depuis 2021, je suis en fuite. Et j'ai pas voulu, honnêtement, j'ai pas voulu quitter Haïti. Et tu as quitté comment? Et c'était très difficile. J'ai dû passer par la République dominicaine parce que je ne pouvais pas passer par l'aéroport puisque toutes les périphériques de l'aéroport sont contrôlées par des bandits. Et l'aéroport international Toussaint Louverture est à quelques centaines de mètres de Cité-Soleil. Donc voilà, pour situer, hein, c'est une île, une grande île avec Haïti et la République dominicaine. Oui, et la République dominicaine. Et quand je vous disais tout à l'heure que certains ne quittaient pas légalement le pays et devaient passer par la route, c'est vrai sur le continent africain par exemple, mais bien sûr, là, c'est la République dominicaine, le passage, le seul passage possible. Quoi. Malgré que j'ai eu un visa donc français pour venir, mais c'était compliqué. Donc j'ai dû passer par la République dominicaine escorté par des blindés police. Parce que c'était pas évident de passer à Croix-des-Bouquets, en fait, qui est un foyer des gangs de 400 Marozo. Donc, il aurait fallu que des policiers lourdement armés accompagnent le bus. Et ce qui m'a vraiment sidéré, c'est que juste en face, à quelques mètres, il y a aussi des bandits. Et pour quelqu'un qui est menacé, voilà, on est très peur quand on est dans un bus qui a de force de feu. Voilà, donc, et puis, quand je suis passé par la République dominicaine, d'ailleurs, j'ai quitté Haïti et sans avoir assez d'argent, même l'argent de billets pour venir en France, parce que c'est en République dominicaine que j'ai pu me collecter tout l'argent pour venir, parce que j'ai dû quitter le 25 janvier. Et suite à une deuxième tentative d'assassinat, parce que en juin, je suis échappé in extremis d'une tentative d'assassinat, parce que des bandits sont venus le 20 juin 2021, sont venus me chercher chez moi directement pour m'assassiner. Et le 21 et janvier 2023, en plus, et je sortais de la banque pour récupérer un peu d'argent, et puis des gens à moto m'ont suivi. Et là encore, c'était in extremis que j'ai pu échapper. J'ai décidé, avec le peu d'argent que j'avais, que j'allais rentrer en République dominicaine. Et mon voyage était l'un des plus compliqués, parce qu'arrivé en République dominicaine, j'attends près d'une quinzaine de jours. J'ai dû faire un vol de connexion entre la République dominicaine et au Mexique. Et arrivé au Mexique, j'ai été arrêté, 9 temps enfermé, parce que j'avais un passeport haïtien. Et on me confondait avec d'autres Haïtiens qui passaient par la République dominicaine et pas par Mexique pour aller aux États-Unis. Donc c'est après 9 heures de temps, je ne parle pas l'espagnol. Heureusement qu'il y a eu une dame qui est venue, qui parle anglais aussi, un peu de français, qui m'a aidé pour trouver un avion pour venir ici. Et c'était galère, que la personne qui devrait venir m'accueillir ici est partie. Donc je suis resté 8 jours et dehors, et tout près de Charles de Gaulle, sous le froid. C'était horrible. Et c'est des choses que je dis même pas à mes parents, en fait, parce que en ce moment, je voulais pas les choquer, les traumatiser davantage. Donc, c'est ça mon parcours. Et puis, très vite, quand je suis arrivé ici, je suis tombé malade, moins d'un mois. C'est pour ça aussi que très vite, j'étais avant même d'être résident à la Maison des journalistes. Mais comme j'étais malade, j'avais besoin aussi d'une adresse. J'étais domicilié à la Maison des journalistes. C'est depuis début mars en fait de 2023, avant même d'être résident en janvier. Donc c'est un peu mon parcours en fait, et puis voilà, c'est aussi, vous connaissez la situation du pays. Alors la situation du pays, il faut dire que là, il y a non seulement il a été assassiné, il n'y a pas de président, et depuis le mois de février, depuis le mois dernier, il n'y a pas de Premier ministre. Le Premier ministre, son mandat arrivait à la fin, il était parti, je crois, en Afrique du Sud ou au Kenya, et il n'a pas pu rentrer. Donc pas de président, pas de Premier ministre, des gangs dont le chef, on en parle beaucoup tout de suite, un des chefs de gang les plus connus est surnommé Barbecue. Voilà, je ne sais pas si Darline, tu voulais rajouter quelques mots de la situation pour quitter Haïti est toujours pour les journalistes extrêmement difficile. Darline est elle-même d'origine haïtienne. Oui, en effet, je suis née en Haïti et c'est vrai que la situation, c'est une situation assez catastrophique pour l'instant. Audley a très bien décrit la situation et toi aussi, Albéric, sachant que là, c'est le chaos.
déjà par rapport aux institutions, donc il n'y a pas de président, il n'y a pas de Premier ministre. Donc il vient d'avoir un conseil présidentiel qui a été mis en place. Même là encore, ça n'a pas fait consensus. Et donc, on ne sait même pas si ce conseil va pouvoir assurer une certaine transition pour pouvoir organiser les élections. Mais avant l'organisation des élections, il faudrait déjà sortir de ce cycle de violence dans lequel s'enfonce le pays. Et autre chose à mentionner, c'est que la communauté internationale, malheureusement, ne se soucie pas, donc je peux le dire ainsi, du cas d'Haïti, malgré les différents cris d'appel à l'aide qui ont été lancés, notamment par des intellectuels, même par des politiciens haïtiens, parce que c'est une situation qui dépasse tout le monde et beaucoup d'Haïtiens, surtout de la classe politique, de la classe intellectuelle, se trouvent dépassés par cette situation. Ils ne voient pas trop d'issue. Et c'est vrai que ne pas avoir le soutien de la communauté internationale, donc c'est encore c'est une double peine pour le pays. Et il faut dire qu'il y a eu des tentatives, enfin des discussions au niveau de l'ONU. Dans un premier temps, il était question qu'une équipe kenyane puisse partir en Haïti. Au fait, c'est plus une prestation de service qu'autre chose, parce que ce sont des gens qui... je ne veux pas dire que ce sont des mercenaires, mais voilà, donc c'était une logique financière. Donc on nous donne l'argent, donc on va essayer de faire le boulot. Et après, donc il y a eu une forme de retrait. Donc il y a le président du Salvador qui a proposé son aide aussi, parce que le Salvador, et ça c'est peut-être une lueur d'espoir, parce que c'est un pays qui a connu l'enfer des gangs également et qui s'en est sorti, heureusement. Donc justement, sur la base de cette expérience, ce président a proposé son aide, et là encore, c'est une logique économique. Ouais. Donc voilà, donc il y a de l'argent à récupérer, donc nous, on va faire le sale boulot, mais c'est vraiment dommage que ce pays se retrouve seul dans cette situation de violence. Alors que, voilà, on peut avoir une certaine présence dans d'autres pays, en guerre, en conflit, etc. Mais c'est à se demander pourquoi Haïti est laissé pour compte aujourd'hui. Alors, moi, je veux avoir un dernier mot, la logique du chronomètre. Je veux vraiment qu'on puisse avoir un temps d'échange avec la salle. Il nous reste 20 minutes. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste ajouter que le Conseil présidentiel, là maintenant, est très mal parti, en fait, parce que déjà, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord pour une élection interne. Et à chaque jour, il y a une démission, une nouvelle tête, et c'est pas représentatif du pays, le Conseil de 7 membres. Bon, il y a deux observateurs et il y a 9 membres, mais c'est pas représentatif du pays. D'ailleurs, maintenant, il n'y a même pas une femme. Il y avait une femme qui s'est fait menacer, critiquer, etc. C'est Madame Dupuis, et ambassadrice de l'UNESCO, pour vous dire la situation. Et d'ailleurs, les bandits exigent qu'ils fassent partie de ce conseil. Et ce qui est ahurissant. Alors, il nous reste 20 minutes, effectivement. Maintenant, si vous avez des questions pour Walid sur sa situation personnelle ou sur la situation plus généralement en Tunisie, pour Rodli, même chose, Haïti ou sa situation personnelle, ou bien des questions plus générales sur la maison des journalistes à Darline. Je crois qu'il y a des micros qui sont dans la salle. Allez-y. Si vous avez, faut juste lever la main. Voilà, la première question est toujours la plus difficile. Je vois une main qui se lève au fond. Il est allumé? Sinon, je vous apporte mon micro. 1, 2. Oui, ça marche. Ok, allez-y. Il y en a un autre qui marche. Bonjour.
J'aurais voulu savoir s'il y avait un certain danger à parler justement de ces problématiques, on va dire, mais à l'étranger. Excellente question. Je vais commencer peut-être par Walid. Oui, un certain danger, oui. Et déjà, je vais vous raconter un truc qui s'est passé, cela fait 2 semaines ici en France. Cela fait 2 semaines, je ne sais pas, c'est pour celles qui suivent un peu l'actualité, il y a le chef du gouvernement tunisien qui est venu ici en France, qui a rencontré Gabriel Attal. Si vous regardez cette interview avec Gabriel Attal, vous allez trouver un truc très important. Il lui dit directement, il y a un certain refroidissement des relations et tout ça, parce que 3 jours après, il y avait une émission de M6, enquête exclusive, je crois que vous la connaissez tous, donc qui parle de la Tunisie, et qui parle de la situation actuelle, de la dictature, bien évidemment, et tout ça. Et donc, Ahmed Hacheni, qui est l'actuel chef du gouvernement, donc c'est une marionnette, c'est pas un chef de gouvernement, on s'en fout de ça. Donc il a exprimé sa position. J'ai un collègue à moi qui s'appelle Hatem Nafti, il a écrit 3 livres sur la Tunisie. Quand vous regardez cette émission, donc le journaliste il lui a pris, il a consacré 5 minutes pour Hatem Nafti pour parler de la situation parce qu'il a écrit 3 livres et surtout sur Kais Saïd, tout ça. Le lendemain, une vague de haine se déclenche contre Hatem Nafti. Hatem Nafti actuellement, certes, c'est un franco-tunisien, il a la double nationalité et tout ça, mais il ne peut pas revenir chez lui. On est poursuivi. Ça, je le sais très, très bien. Déjà, hier, avec les étudiants, quand on a fait le même programme comme aujourd'hui, je le dis, je le redis, la première chose, quand je suis arrivé ici en France, j'ai évité Paris, parce qu'à Paris, et même en France, il y a une grande concentration de Tunisiens. Il y a à peu près 1,5 million, 2 millions à peu près de franco-tunisiens qui ont la double nationalité. Comme je viens de le dire aussi, c'est un secteur très petit, donc mon visage est très connu. Avant, je faisais des apparitions médiatiques, je travaillais pour la chaîne numéro 1, on connaît mon visage, donc certes, on est poursuivi, il y a des menaces. Ce n'est pas des menaces de mort, bien évidemment, mais on est espionné, poursuivi. C'est très, très bien qu'ils connaissent mon adresse, qu'ils connaissent mon numéro, qu'ils connaissent les gens que je fréquente. Surtout, il y a ici la commission de la lutte pour la liberté des détenus politiques et pour les journalistes, où je suis activiste. Donc oui, il y en a un grand risque. Mais sincèrement, moi, je continue cette lutte parce que voilà, c'est une guerre juste pour moi. Donc voilà. Ça dépend vraiment des pays, effectivement, des pays qui ont des services secrets assez, voilà. Et puis surtout, un des dangers pour les journalistes réfugiés qui continuent à s'exprimer via les réseaux sociaux ou par les médias, c'est leur famille restée sur place. Et donc, il peut y avoir des menaces contre les familles. Rodli. Oui, et justement, pour moi, c'est vraiment un danger certain. D'ailleurs, très récemment, en fin janvier, début février, il savait que j'étais retourné en Haïti et tout, et ma famille a dû évacuer, quitter le quartier. Et d'ailleurs, quand j'ai eu à faire des interviews très récemment et parler de la presse, parler de la situation générale du pays aussi, ma famille aussi a reçu pas mal de messages d'intimidation, des menaces, parce que comment on fait maintenant? Et en Haïti, comme je vous ai dit, les bandits ne se privent pas. Ils vous envoient des images et avec des notes vocales pour vous dire que voilà ce qu'ils vont faire. Et ils ont les moyens, en fait. Donc, c'est pour ça que depuis 2021 jusqu'à 2024, j'étais totalement absent sur les réseaux sociaux. Et quand ils savaient que j'étais en Haïti et tout, ils ont commencé à intimider ma famille. D'ailleurs, depuis mon départ d'Haïti, ma famille a dû quitter à 4 reprises des quartiers, parce qu'à chaque fois, des quartiers sont tombés dans les mains des bandits aussi. Donc, il y a non seulement les menaces directes, dont je suis encore victime, parce que ma famille en paye le prix, mais aussi, il y a aussi la situation générale de l'insécurité aussi. D'ailleurs, dans les rencontres renvoyées spéciales ou bien dans des rendez-vous comme les Assises ou le prix Bayeux des correspondants de guerre, il y a des journalistes réfugiés qui témoignent. Et il est arrivé, donc il y a des journalistes français qui sont là, de la presse locale ou régionale qui sont là. Et il est arrivé notamment de journalistes turcs qui ne voulaient pas être pris en photo, tout simplement parce que ce serait médiatiser leur situation et cela ferait courir un risque à leur famille. Y a-t-il une autre question? Oui. Bonjour. Est-ce que vous pensez retourner faire du journalisme en Tunisie ou en Haïti un jour, ou pas du tout? Oui, je vais retourner un jour. Bon, je retiens que j'ai 39 ans. Je retiens de l'histoire un truc très très important. Moi, quand Bourguiba elle a chuté, j'avais 3 ans. Quand Ben Ali avait chuté, j'étais à cette époque-là journaliste. Donc je connais les 4 présidents de la République. Hein. Tous les présidents de la République qui sont passés sur la justice, ça je les connais. Je connais très très bien que Kais Saïd, il tombera. Certes,
pas aujourd'hui, pas dans les années à venir. Malheureusement, il y a un climat de peur qui règne, parce que voilà, quand vous emprisonnez les secrétaires généraux des partis politiques, les journalistes, les opposants et tout ça, donc c'est un signe pour tout le monde. Actuellement, en Tunisie, on ne parle rien. Pour vous dire, par exemple, il n'y a pas d'émission politique dans les radios, de la télévision nationale. On parle toujours de ce qui fait Kais Saïed et tout ça, donc rien ne se passe, tout est bien et tout ça. Mais oui, je vais continuer à pratiquer le journalisme ici en France. Déjà, je travaille sur plusieurs projets qui parlent. Mon dernier projet, c'était avec Specto Média. Il parle de l'affaire des subsahariens, cette affaire un peu honteuse de ce qui s'est passé en Tunisie avec les subsahariens, ce discours fasciste de Kais Saïed et tout ça, qui malheureusement arrange plusieurs pays européens, que la Tunisie fait les gardes-côtes, parce que la Tunisie, c'est une terre de passage pour l'Europe, ça on le sait tous. Donc je continue à travailler sur la liberté d'expression, sur le décret loi 54, avec le SNJ-CGT, avec plusieurs organisations française ou internationale du journalisme, de la liberté de presse. Mais un jour, bien évidemment, je vais retourner en Tunisie, continuer mon travail. Donc, journaliste un jour, journaliste pour toujours, syndicaliste un jour, syndicaliste pour toujours. Donc, non, c'est pas un luxe pour moi, le journalisme. Rodli. Moi, je ne souhaite que ça. Parce que d'ailleurs, j'ai toujours ce sentiment-là que je serais beaucoup plus utile en Haïti qu'ailleurs. Et vu que aussi en Haïti, j'ai beaucoup d'engagement, j'ai créé une école de journalisme et c'était l'une des raisons pour laquelle aussi j'ai pas voulu partir en fait. Et Haïti, selon moi, a besoin de tout. Haïti a besoin des journalistes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas retourner et le plus vite possible, je ne peux que l'espérer en fait. Mais vu aussi la situation aussi, on peut pas être trop rêveur, c'est pas demain non plus que ça va être solutionné vu la complexité des choses, mais j'espère un jour pouvoir revenir en Haïti et je souhaite plus que tout que Haïti puisse retrouver un rythme démocratique et qu'on puisse vraiment avoir la liberté d'expression et la liberté de la presse parce que Haïti, c'est le pays de la liberté, parce que c'est le pays qui a mis fin à l'esclavage, le premier pays noir indépendant du monde, et c'était en 1804. Donc j'aimerais retrouver cette liberté-là qui soit vraiment effective dans mon pays et pouvoir continuer mon travail de journaliste. Alors, je voudrais rajouter quelque chose pour répondre à votre question. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas un seul journaliste réfugié, et plus généralement, évidemment, au-delà des journalistes, un seul exilé. L'exil est une douleur absolument terrible, et donc je pense qu'on y pense tous les jours. Et donc, bien sûr que beaucoup veulent retourner dans leur pays, tous veulent retourner un jour dans leur pays. Mais il faut savoir sur le plan juridique que les journalistes qui sont accueillis à la maison des journalistes sont dans l'attente d'avoir un statut de réfugié. Le jour où ils ont leur statut de réfugiés, ils peuvent à nouveau voyager un petit peu partout dans le monde, sauf dans leur pays d'origine. Parce que s'ils retournent dans leur pays d'origine, ils perdent leur statut de réfugié. C'est arrivé ces dernières années qu'il y ait des changements politiques dans tel ou tel pays d'Afrique et qu'un journaliste accueilli à la maison des journalistes retourne, il y a le changement politique, il retourne dans son pays. À partir de ce moment-là, il a perdu son statut de réfugié. La seule possibilité pour retourner dans son pays, c'est d'obtenir la nationalité française. Et donc là, quand on a obtenu la nationalité française, on peut retourner même dans son pays d'origine. Darline, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, sur les journalistes qui sont accueillis à la maison des journalistes et qui veulent quand même retourner dans leur pays. Oui, alors justement, il y a aussi le rêve et la réalité. Rodli l'a plus ou moins souligné. C'est vrai que tous ces journalistes, ils aspirent à retourner dans leur pays parce que, effectivement, l'exil, c'est un arrachement. C'est très dur à vivre, hein, surtout dans ces circonstances. C'est comme si, oui, il y a eu une rupture et on n'est pas tout à fait guéri de cette rupture. Et la seule façon de s'en sortir pour certains, c'est de reprendre sa vie où on l'avait laissée, entre guillemets. Mais quand les journalistes se retrouvent en exil, donc ils doivent se reconstruire en France, leur vie est là dans le pays. Entre-temps, il y en a qui forment des familles, il y en a qui
voilà, ont développé des projets, et plus ils avancent dans leur projet de vie ou leur projet professionnel, plus c'est compliqué aussi d'envisager le retour, parce qu'entre-temps, ces journalistes, ils ont comme perdu le lien quotidien qu'ils avaient dans leur pays. Ils sont plus sur place. Il y a des choses qui changent aussi dans le pays. C'est ça la réalité. En tout cas, c'est ce qu'on me dit aussi à la Maison des journalistes, et je le sais très bien, moi personnellement. Et donc, il y a tout ça aussi qui entre en ligne de compte. Et puis, il y a surtout la question politique. Souvent, ces régimes-là, même s'il peut y avoir une forme d'alternance, mais c'est toujours des régimes qui sont liberticides, qui ne sont pas ouverts sur la liberté d'expression, enfin, qui ne respectent pas véritablement la liberté de la presse. Et retourner travailler dans ces conditions, ça aussi, c'est un autre problème pour les journalistes. Mais justement, on a eu quelques retours au pays. Par exemple, il y a un journaliste ivoirien qui était reparti travailler dans son pays après la chute de Laurent Gbagbo. Donc actuellement, il dirige l'un des plus grands groupes de presse de la Côte d'Ivoire, même si Laurent Gbagbo est en train de revenir un peu sur la scène politique. Il y a eu un retour d'un Tunisien après la chute de Ben Ali. Et après, on a eu un Tchadien qui est rentré à la suite de la mort d'Idriss Déby, même si là, il est revenu en France parce qu'il y a eu cette main tendue, en quelque sorte, de la part du gouvernement, mais ça n'a pas été concluant. Donc, il a dû rentrer. Et il y a eu aussi un Guinéen qui est rentré après le départ... Lansana Conté. Non. Alpha Condé. Alpha Condé. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que enfin, tous les journalistes, ils aspirent effectivement à rentrer dans leur pays, mais il y a le principe de réalité qui fait que c'est pas toujours évident. Alors, il faut aussi dire que, Darline le disait très bien, ils reconstruisent entièrement leur vie et pas automatiquement dans le journalisme. Walid disait que, effectivement, tu restes journaliste toujours, un jour journaliste toujours, mais c'est pas le cas de la majorité des journalistes accueillis à la Maison des journalistes, parce que, principe de réalité, il faut bien vivre et trouver du travail quand on a été quelquefois star dans son pays, star à la télévision, ou voilà, et on se retrouve en France et on n'est plus rien. Donc il faut bien vivre à un moment. Le jour où on a son statut de réfugié, il y en a beaucoup qui trouvent des métiers autres que le métier de journaliste. Oui, pas. Oui. Ah, merci. Oui, justement, par exemple, il y a un journaliste turc. Qui était très connu dans son pays. Alors justement, lui, il avait... ce qui lui a valu l'exil, c'était un tweet qu'il avait fait sur Erdogan. Et donc, il a été en prison et finalement, il a dû prendre le chemin de l'exil pour échapper à la mort. Et ce journaliste qui était très connu dans son pays, en France, il s'est reconverti en cuisiniste. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait après cette reconversion, donc il a complètement refait la cuisine de la Maison des journalistes gracieusement. Parce que c'est une maison aussi, donc avec une cuisine, avec tout ce qu'il y a dans une maison. Donc il a tenu à faire ce don-là à la Maison des journalistes. Et c'est vrai qu'il a toujours la nostalgie du métier, mais c'est quelqu'un qui a reconstruit sa vie dans un autre domaine professionnel. Il y a des journalistes qui travaillent dans le social aussi, parce que c'est une façon aussi pour eux de rendre ce que la France leur a donné, ce que la Maison des journalistes leur a donné, en s'engageant dans ce domaine-là pour aider d'autres personnes en situation difficile, en situation précaire. Donc voilà. Donc sinon, il y a eu quand même de belles réussites. Il y a des journalistes qui travaillent dans des médias français. Donc on a des Afghans qui sont à France 24. Oui. On a d'autres qui sont à France 24 aussi. Oui, moi je suis en même temps secrétaire général de la chaîne d'information internationale
international en français, en anglais, en arabe, France 24. Et on a plusieurs anciens de la Maison des journalistes qui travaillent à France 24. Il y a une journaliste russe qui travaille à France 24 actuellement. On en a effectivement beaucoup. Il y a des belles reconversions. Et puis sur les Afghans, bon, bah, par exemple, on a Mortaza Beboudi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un journaliste franco-afghan qui est passé par la Maison des journalistes, qui est devenu français, mais qui est retourné en Afghanistan, où il a été arrêté l'année dernière. Il a passé 11 mois en prison, arrêté par les talibans. Maintenant, il a été libéré, mais lui, il a été embauché à France 2. Donc, on a beaucoup de reconversions. Enfin, on a quelques reconversions réussies, mais malheureusement, il ne faut pas non plus que l'arbre cache la forêt. La situation pour les journalistes qui sont réfugiés et qui arrivent en France, ça reste extrêmement difficile. Il y a vraiment la double peine, c'est-à-dire la peine de l'exil et puis de tout recommencer à zéro, et quelquefois la triple peine, c'est-à-dire la barrière de la langue, ce qui n'est pas le cas pour vous deux, mais pour des journalistes syriens, pour des journalistes arabophones qui ne parlent pas un mot de français, c'est pas facile. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en ce qui concerne la reconversion professionnelle, certes, il y a la réalité, il y a les aspirations. Et la réalité, elle dit, voilà, on doit survivre, que l'on veuille ou pas, comme vous venez de le dire, Albéric, elle a dit aussi Darline. Donc, personne ne le connaît. On doit faire nos preuves ici en France, par exemple, pour gagner notre vie, pour continuer cette lutte, pour avoir du travail, tout ça. Mais pour moi, sincèrement, actuellement, je m'en sors avec ce que je fais, donc avec des projets qui parlent de la Tunisie, parce que je me dis, voilà, perdre un journaliste, c'est perdre une voix libre. Perdre une voix libre ça, dans son contexte de dictature en Tunisie, donc ça va aggraver la situation. Comme je le dis, actuellement, on est 121e au monde. L'année prochaine, bon, juste le rapport de classement de l'ASF, ça sort chaque 3 mai. Le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté d'expression. Cette année, j'en suis sûr et certain qu'on sera 140 mondialement. Donc, je tiens à ne pas perdre cette voix de journaliste ou de voix de défenseur de la liberté, quelqu'un qui défend la liberté d'expression et les valeurs démocratiques. Voilà. Rodli. Juste rajouter rapidement qu'il y a non seulement cette double peine et du dépaysement et autres, mais aussi on a le sentiment d'un déclassement social et professionnel aussi. Parce que quand on était dans notre pays, pour ma part, moi-même j'étais journaliste assez connu et aussi directeur d'une école de journalistes, et je suis arrivé ici, et ce qui m'a vraiment touché, et jusque-là encore, c'est que la première fois que j'ai eu à aller au Resto du Cœur, j'ai senti, mais franchement, c'est comme si le ciel m'est tombé dessus. Parce que dans mon pays, j'ai jamais eu, malgré j'ai grandi dans un pays pauvre, mais j'ai jamais eu à faire la queue pour avoir de la nourriture. Et ça, c'est essentiel, ce que vient de dire Rodli, effectivement. C'est ça, ce sentiment de déclassement, qui est très douloureux. C'est pour ça que merci à vous. Effectivement, quand on vient témoigner comme ça devant vous, ce déclassement, il n'est plus là. Bon, merci surtout. Voilà. Il y a une dernière question. On est arrivé au terme de cette rencontre, malheureusement. On a une question. Oui, au fond, la demoiselle avec le... Il y a une question ici. Oui, mais une question ici, puis ensuite la demoiselle qui a levé la main, et puis on termine. Oui. Oui, bonjour. Ce serait pour savoir comment est-ce que vous avez réagi face à toutes les menaces que vous avez pu recevoir. Moi, personnellement, oui. Et j'ai dû vivre caché pendant 19 mois. J'ai fui la capitale dans un premier temps et à vivre dans des conditions horribles parce que, et j'en parle aussi jusqu'à présent, c'est très fort. Et j'étais contraint de boire de l'eau où il y avait des grenouilles dedans. Donc pendant 19 mois, je vivais dans une petite école et c'était horrible. Donc c'était la fuite. Et aussi c'était moi-même pour faire retomber les menaces dans un certain temps, parce que j'ai dû retourner à Port-au-Prince pour entamer d'autres démarches administratives, etc. J'ai dû mettre en scène ma propre mort. Et ça a été vraiment une douleur psychologique pour ma mère en fait. Donc tout ça c'est pour juste pas rester en vie. Juste pour moi, même chose, même une petite histoire. Quand j'ai quitté la Tunisie, j'ai choisi un jour de fête religieuse. Malheureusement, pour nous les Tunisiens, donc, dans votre passeport, on met ce que vous faites. Et moi, dans mon passeport, c'est marqué rédacteur en chef. Ah là là, donc rédacteur en chef, avocat, député, politicien en Tunisie, on te met...
voilà, à peu près 1 heure comme ça dans l'aéroport. À cette époque-là, j'étais pas encore fiché S17. S17 en Tunisie, ça signifie une personne interdite de voyage. Donc j'ai choisi un jour, une fête religieuse, c'était le Eid, après le Ramadan et tout ça, comme ça, un petit sac. J'étais monsieur tout le monde, le journaliste, ma carte de presse internationale avec le passeport. Il m'a arrêté 1 heure, il a regardé, bon, il a fait quelques appels et tout ça, mais bon, mais j'ai quitté. Mais quand l'affaire elle a éclaté, j'ai dû faire plusieurs déplacements, et comme l'a dit Rodli, moi jusqu'aujourd'hui, bon, mon père il est mort, paix à son âme, mais jusqu'aujourd'hui ma maman, pour elle, ne connaît pas pourquoi je suis ici en France. Je voyage souvent pour elle, donc Walid il voyage dans des cadres d'émissions qu'il faisait un peu partout. Mais il n'y a que mon frère qui connaît la vérité, voilà. Alors on est arrivé au terme, mes dernières questions. Ça marche? Okay. Oui, ça marche. Bonjour, moi je voulais poser une question à madame. Savoir comment la maison, elle obtenait les ressources pour accueillir les journalistes. Savoir comment c'était financé. Alors c'était très bien pour conclure cette rencontre, et c'est une question essentielle actuellement, donc je vais laisser Darline répondre. Alors, la maison a été créée d'abord sur le principe de la solidarité confraternelle, donc ce sont des médias en partie qui finance l'action de la Maison des journalistes, et on a aussi quelques subventions dédiées à des projets donc qui viennent de ministères, et puis à la ville de Paris qui a mis à notre disposition ce bâtiment pour pouvoir accueillir les journalistes. Mais il faut dire que depuis un certain temps, donc on fait face à d'énormes difficultés financières, et c'est pour ça qu'on a lancé un appel aux dons qui est en ligne en ce moment. Donc, c'est une campagne où on fait appel à la solidarité de tous pour pouvoir continuer cette mission d'accueil et d'accompagnement de journalistes, parce que c'est vrai que en ce moment, c'est très, très, très difficile financièrement, et on est en train de perdre certaines subventions publiques du fait de la restriction budgétaire qui a été annoncée par le gouvernement, entre autres. Et même les médias aussi, ils sont confrontés à leurs propres difficultés. Donc il y en a qui ont réduit leurs subventions. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a lancé cet appel auprès du grand public. Donc si vous avez des parents qui ont beaucoup de moyens, ou si vous connaissez des gens dans votre entourage qui peuvent aider cette structure qui est unique au monde, qui défend des valeurs essentielles, des valeurs fondamentales, donc n'hésitez pas à faire circuler l'info qui est disponible sur notre site internet, sur notre page Facebook, et je vous invite aussi à aller apprécier, si vous le souhaitez bien sûr, le travail de la Maison des journalistes en allant mettre un petit like sur notre page Facebook. Voilà, donc faites suivre, relayez cette information qui est importante pour qu'on puisse continuer à faire ce travail essentiel. Et je voulais, pour conclure, alors bien sûr, remercier Rodli, Walid et Darline, remercier aussi les Assises du journalisme, qui sont un partenaire absolument formidable depuis plusieurs années avec la Maison des journalistes. Ce soir, il y a un banquet citoyen, d'ailleurs c'est une participation libre. Les invités qui seront ce soir, des journalistes, des citoyens, la participation, ce sera au profit de la Maison des journalistes. Donc vraiment un grand merci aux Assises et à Jérôme Bouvier. Et puis, surtout, merci à vous, parce que pour votre attention et vos questions absolument formidables. Merci. Merci à tous.